Bienvenue hein, sur les clés du discernement pour la partie 2 de l'analyse du New Age, ou plus largement du phénomène spirituel auquel nous sommes confrontés là en 2018. Parce que si vous avez écouté la partie 1, vous avez compris que le New Age existe toujours, il n'est pas mort en 2012. Et même les personnes qui dénoncent le New Age d'avant 2012 font encore très probablement partie, pour la plupart d'entre eux ou d'entre elles, de ce mouvement New Age, qui est un des jalons du projet Bluebeam, qui fera l'objet d'une autre vidéo adressée aux personnes impliquées dans la spiritualité, mais plus vastement tous les mouvements de vérité, chercheurs de vérité. Allez, c'est parti pour les faux prophètes masculins. Dans la partie 1, on a surtout parlé du contenu, donc là, on va plutôt parler du contenant. Quand on navigue et qu'on a soif de connaissances spirituelles aujourd'hui sur YouTube, etc., on tombe sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est intéressant de prêter attention à la forme, donc par exemple, qui parle. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, ce sont quand même des hommes. Il y a quelques femmes, c'est vrai, mais c'est quand même une scène principalement animée par des personnages masculins. Donc c'est une scène fortement genrée et il est judicieux de l'analyser en tant que telle parce que les techniques utilisées ne sont pas les mêmes pour vous extorquer votre attention. Donc pour ce qui concerne les enseignants spirituels masculins, même s'ils sont en couple, ce sera toujours l'homme qui parle. Sa compagne peut tout à fait être présente, mais on se demande du coup dans l'organisation de ces satsangs à quoi elle sert, à part à faire potiche et finalement augmenter la valeur spirituelle, sociale de son compagnon qui est en train de parler. Pourquoi ce ne serait pas elle qui animerait le satsang? Bon, j'ai pas mal d'hypothèses pour répondre à ma propre question. Peut-être que ces personnes ont parfaitement compris qu'un homme finalement avait toujours beaucoup plus de légitimité eh bien, dans le travail de la conversation et que du coup les enseignements spirituels de grande valeur qu'ils ont à véhiculer passeraient mieux si c'est l'homme qui parle. Mais enfin, vous comprenez bien que si on prend toujours cette recette, c'est pas demain la veille que les femmes auront elles aussi une légitimité à parler, à véhiculer certains enseignements. Comme c'est le cas actuellement dans la vague des TEDx Talks de tous ces hommes qui montent au créneau pour défendre le féminisme. Bref, ça c'est resté en tout cas dans un serpent qui se mord la queue de faire ça. Bien que les femmes véhiculent des enseignements, mais dans la vie concrète. J'y reviens un peu plus tard dans la vidéo, mais ça me permet d'introduire la question de la différence entre reconnaissance et gratitude. Parce que très souvent, quand c'est donc un personnage masculin qui véhicule les enseignements, qui parle, etc., et qui l'a en fait accédé à ces concepts-là, au développement de sa pensée grâce à des femmes, il va très souvent les mentionner. Alors là, on est dans de la gratitude. Ça coûte pas trop cher, une tape dans le dos. Ouais, quand même, faut que je vous dise que si je peux vous parler aujourd'hui, c'est grâce à une telle, une telle, une telle. Ça résout toujours pas la question de savoir pourquoi c'est pas une telle qui peut être là en train de dire les mêmes choses. Tant que c'est pas une telle qui peut être là en train de véhiculer le même message, ça veut tout simplement dire qu'une telle n'est pas légitime à le véhiculer. Et donc, elle ne peut avoir aucune reconnaissance dans la transmission de ces mêmes messages. Ce n'est pas vraiment normal, surtout si ça la concerne. Bon, autre point important dans la mise en scène, c'est la scénographie. La manière dans l'espace dont est mis en scène cet enseignement. Donc très souvent, l'enseignant ou l'enseignante est sur une estrade ou surélevé par rapport aux autres. Et puis il y a la foule de l'audience qui est là à boire leurs paroles. Donc déjà, ça, rien qu'au niveau de l'onde de forme, ça aspire l'énergie d'attention, d'écoute et éventuellement d'adoration et de vénération de l'auditoire vers la personne qui est en train de parler. Donc si ça peut se justifier par des contraintes techniques du genre sonoriser l'intervenant
ou lui permettre de projeter, par exemple des slides sur un écran, donc ça peut être intéressant d'avoir une scène surélevée, quand on veut, s'il y a du contenu visuel, hein, pour que tout le monde puisse voir, hein. Bon, il faut quand même avoir un angle de vue suffisamment vaste, parce que je trouve que très souvent, il y a quand même du décorum et que c'est un peu too much, quoi. Ce qui peut permettre de renforcer la légitimité même de l'enseignant, parce qu'il peut utiliser ce too much, hein, pour faire sa représentation de fausse modestie en mode, «Mais non, arrêtez les flashs». Et attention, je n'ai pas dit non plus que, les sadhus là, ou ceux qui font, vœu de pauvreté, et qui viennent se faire admirer dans les rues, c'est forcément eux qui détiennent les clés de l'éveil. Non, c'est pas ça non plus, quoi. Donc ce qui m'amène à l'autre point d'attention et qui va concerner, tout le langage, corporel, infraverbal, paraverbal, de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice. Ça peut être, une manière de s'habiller, de se tenir, de parler, un ensemble aussi de langage paraverbal qui mime la sagesse, à la manière, d'ailleurs, d'Extrême-Orient, des bouddhistes. Ouais, des gens comme ça, on en croise énormément, hein, dans les milieux New Age, hein, quand, vous commencez à essayer juste d'introduire un élément, qui ne colle pas dans leur, décor de poudre dorée, ils vous adressent cette espèce de sourire, serein, avec cette petite étincelle dans les yeux, qui en soi veut dire, «Mais ma pauvre fille, c'est toi qui es complètement égarée, moi j'ai toute ma certitude, et ma lumière intérieure». Oui, il y a une lumière effectivement, et c'est la lumière luciférienne. Donc avec mon parcours maintenant, ça je le vois. Je le vois, très bien. Il y a des manières de sourire, qui sont beaucoup plus authentiques que celles-là, il me semble. Donc tout ça, ce sont, finalement, des productions de mimétisme, d'images, archétypales du sage ou de la sagesse, qui a été implantée en nous au moyen de la programmation, précoce, hein, des émotions, de ce qui nous rassure. Donc ce sont un ensemble de techniques, hein, qui sont utilisées, que ce soit, la production d'une image ou d'une contenance, paternelle qui va nous rassurer, ou maternelle, avec un certain timbre de voix, très suave, très doux, qui nous enveloppe, qui nous rassure, hein, qui nous berce, hein, ou, pour d'autres ce sera, la contenance, bouddhiste, simulant la sagesse, du Bouddha, hein, le fameux sourire, hein, de la sérénité, du Bouddha. Bon, il y a des membres de ma famille, qui pratiquent la magie noire, qui maîtrisent, hein, le sourire à la Dalai Lama, hein. Donc c'est assez terrible à dire, mais finalement, plus l'orateur ou l'oratrice, hein, est talentueux ou talentueuse, hein, et semble maîtriser là les arts, hein, de la communication, du leadership, et cetera, plus il faut se méfier. Comme on le dit, hein, en clinique, de l'activité, finalement quand c'est trop fluide, c'est là qu'il y a quelque chose à creuser. À la limite, si vous avez une personne, qui vous, parle de certaines vérités, mais qui n'est pas forcément, un très bon orateur ou une très bonne oratrice, et il y a des chances que vous ayez affaire à un être humain, véritablement authentique, hein, qui essaye de vous transmettre des informations. Pour le dire autrement, finalement, plus ça va vous demander peut-être un effort, hein, d'écouter et de comprendre ce que la personne est en train de vous dire, plus il y a peut-être des chances que, le contenu de ce qu'on essaye de vous dire, soit de valeur, hein, soit valable. Mais c'est pas non plus une règle absolue. Hein, une personne peut être très bonne oratrice, maîtriser les arts de la communication et réellement les utiliser, dans une volonté, anarchiste de non-pouvoir, hein, de ne pas vous imposer, de ne pas tenter de prendre le pouvoir, hein, avec ces facilités qu'elle a sur vous. Krishnamurti a beaucoup parlé de ça aussi dans ses écrits, hein, de cette question du pouvoir, qu'on peut avoir parce que, on s'exprime mieux que quelqu'un d'autre, on verbalise mieux que quelqu'un d'autre, et que ça déjà, c'est vrai, ça installe une forme de relation de pouvoir. Mais c'est un sujet vraiment complexe parce que ça fait intervenir finalement, les égos respectifs. Bon bref, revenons, à nos moutons. Vous pouvez être, un maître de méditation, un monstre de technique, de méditation, un maître tai chi, un maître qigong, un maître bouddhiste, hein, avoir tous les lauriers sociaux de la gloire spirituelle, hein, et être un violeur, comme le cas de, Sogyal Rinpoché, un très proche du Dalai Lama, hein, et je vous mets en description un lien sur un article, d'une des jeunes filles, donc qui a subi, ces abus pendant des années.
qui a réussi à s'échapper et qui parle. Donc il y a pas pire que l'ego spirituel, hein, et dans ce champ-là, les bouddhistes, surtout le bouddhisme tibétain qui sait très, très bien l'exporter en France, ils sont plafond, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais enfin, le Tibet avant d'être envahi par la Chine, hein, sans faire l'apologie de la Chine communiste, non plus, était une théocratie. Théo, divinité, cratie, pouvoir. C'était une structure sociale hiérarchique, construite autour d'un pouvoir religieux et spirituel. Donc c'était, un fait hiérarchique, très puissant quand même, hein. Faut en avoir conscience. Hein, il suffit que vos parents, paysans, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vous éduquer et de vous nourrir, ils vous mettent dans un monastère, puis, c'est la population paysanne autour, qui vous nourrit, parce que, vous êtes moine. Voilà, les gens, je pense, romantisent beaucoup, l'image de la structure, sociale tibétaine, hein. Les mariages sont arrangés par les parents, hein, et je vous invite à aller voir ce documentaire de 2010 de Marianne Shaw, Himalaya, la terre des femmes. Hein, je crois que c'est au tout début du reportage, on voit deux amies d'enfance, hein, discuter, donc une qui a accepté finalement la règle du jeu, hein, du mariage, qu'on lui a imposé, et l'autre qui a refusé et qui n'a pas eu d'autre choix que, d'aller dans un monastère, hein, pour échapper à, l'infamie d'un mariage forcé dont elle ne voulait pas. Il y a, également dans ce documentaire une petite fille, hein, qui est, pendant des mois seule, hein, à cultiver, des terres, difficile pour construire des récoltes pour l'hiver, et qui n'a aucun espoir dans sa vie de quitter, sa vallée, quoi. Hein, donc exactement comme, l'anthropologue Françoise Héritier, nous l'a fait remarquer, hein, si vous regardez bien quand même, hein, c'est que le travail fourni par les femmes de tout temps, finalement dans toutes les cultures, il a toujours été ignoré. Il a fallu qu'il y ait des femmes anthropologues pour qu'on commence à le voir, hein, à voir que les femmes ont toujours travaillé, aussi bien dans la sphère productive, hein, que reproductive. On pouvait pas le voir simplement parce que, on était dans un système patriarcal qui ne voulait pas le voir. Mais si vous repensez à tous les documentaires qu'on peut voir, que ce soit en Afrique, en Inde, en Chine, ou je ne sais trop où, qui c'est qu'on voit en train, de travailler la terre, de récolter le thé, de planter des graines, avec un enfant dans le dos, ou porter des lourdes charges sur leur tête, hein, pour aller, commercer, les produits? C'est pas les hommes, hein. Les hommes, ils sont sous l'arbre à palabres, à fumer. Puis à passer pour des grands sages, des grands sorciers, des chefs de village. Bon, bah, alors si c'est le Tibet, et qu'on est dans une théocratie, ils sont là, dans leur organisation spirituelle à délivrer de grands enseignements, spirituels, hein, dans leurs jolis vêtements. C'est facile, hein, quand il y a toute une organisation domestique, esclavagisant finalement la moitié de la population, en l'occurrence les femmes, bah, qui bossent, hein, pour, que vous ayez pas à vous soucier finalement, des tâches, subalternes, hein, de la vie quotidienne, hein. Hein, de toute façon, le Tibet, comme tous les endroits du monde, est une société patriarcale, et les femmes y sont considérées comme des êtres humains de seconde zone, hein, comme partout ailleurs, sur cette planète. En gros, de toute façon, hein, tous les gourous, et cetera, alors, dans les années 70, c'était plutôt en Inde, les yogis, tout ça, i tous ont fini par être, pris, les doigts dans le pot de confiture, hein, à coucher avec, leurs adeptes occidentales, hein. Et puis bon, à chacune Lizaine, elle le dit pas aux autres, sinon il y aura de la jalousie, mais bon, en vrai, évidemment, ils couchaient avec toutes. Bon, selon la bonne vieille méthode du pervers narcissique, hein, on extorque, le consentement, à une personne sur laquelle on a au préalable assis une emprise, pour pouvoir installer, le sceau, du secret et du silence. Heu, voilà, hein. Intéressez-vous, à l'évolution de la pédophilie, mais pas à la vitrine qu'on nous montre même dans les associations qui luttent, hein. Parce que certaines d'entre elles sont clairement, en fait, des antennes de rabattement vers des réseaux, pédocriminels. Hein, bon, le site le plus sérieux que j'ai trouvé, moi, c'est Pédopolis, hein, donc je vous mets le lien en description, et d'ailleurs, on peut faire une sauvegarde, hein, de ce site pour conserver les archives de toutes les affaires non résolues, hein. Donc attention, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas entendre quelque chose qui va vous choquer, hein, mais le fardeau du pénis semble être quand même quelque chose de vraiment, vraiment très puissant. Et ce concept de fardeau du pénis, hein, il est pas de moi, hein. Il est de l'homme, entre guillemets «flamme jumelle», hein. J'ai tiré, beaucoup d'enseignements de cette histoire. Alors, pour vous aider à voir la réalité telle qu'elle est, vraiment,
Telle que je la vois, je vous recommande 2 films. Le premier, c'est Holy Smoke de la réalisatrice, néo-zélandaise, Jane Campion. Bon, je vais résumer, le thème de ce film en disant, le désenvoûteur désenvoûté, par, la femme, envoûtée, qu'il était censé désenvoûter. Bon, allez le voir, hein, il est excellent, ce film, bon et réfléchissez, heu, la thématique est très proche du film suivant, sorti quelques années après, hein, celui-ci est de 98, mais Samsara est sorti en 2001, réalisé par Pan Nalin, un réalisateur indien qui a lui-même fait une retraite, dans la grotte d'un moine qu'on voit dans le film et qui conserve des manuscrits traitant du tantrisme. Ah, ce film propose, d'explorer, la question: qui détient, la sagesse et la connaissance en action dans la vie concrète et quotidienne? Est-ce que ce sont, les moines, bouddhistes qui sont mis dans des monastères sans l'avoir vraiment choisi puisque, souvent ce sont les parents qui les mettent là parce qu'ils ne peuvent pas les nourrir? Ou bien est-ce que ce sont les femmes qui, organisent finalement, bien, la vie quotidienne? Hein, est-ce que ce sont, tous les suiveurs et adeptes, de Shakyamuni, Gautama Bouddha, le prince Siddhartha qui quitta statut, femme et enfant, ça on le dit beaucoup plus rarement, pour découvrir une grande sagesse, qui fait encore beaucoup d'adeptes aujourd'hui? Ou était-ce, aussi sa femme, Yashodhara, que personne, ne connaît? Je ne sais même pas si vous connaissez, son nom. Je vais encore le dire autrement, hein, quand on regarde bien, qui finalement met en œuvre, dans la vie quotidienne, les enseignements spirituels? Même dans les pays musulmans, hein. D'ailleurs, c'est un des grands arguments qui est saisi pour dire qu'il y aurait comme une égalité finalement entre les hommes et les femmes, puisque c'est la femme qui est la vestale du foyer et qui est dédiée, n'est-ce pas, à tout un tas de tâches, hein. Mais il y a énormément en fait de films, hein, qui traitent de cette question. Si on sait bien les regarder, les femmes, mettent en œuvre, les commandements que les hommes apprennent, dans des institutions hiérarchiques religieuses, hein. Donc c'est comme si, les femmes disposaient finalement, entre guillemets, hein, «naturellement» de cette connaissance. Elles essayent de la mettre en œuvre, aussi bien que faire se peut. Mais bon, elles sont quand même vachement bien cadrées et les hommes, quant à eux, ont besoin apparemment d'aller se faire enseigner par d'autres hommes dans des structures hiérarchiques, hein, pour, avoir les mêmes connaissances et ensuite, mal les appliquer, dans la vie, quoi. C'est ça la vérité. Je parle ici, des femmes, qui disposent d'un esprit et qui, bien qu'étant, élevées dans des structures, qui les oppriment, hein, dans des structures patriarcales, hein, qui vont, faire d'elles, ben, des petites esclaves, des épouses, et cetera, transmettent, hein, réellement un amour authentique, hein, autant qu'elles peuvent le faire, pour peu qu'elles n'aient pas été trop détruites, hein, par, la société patriarcale dans laquelle, elles se sont développées. En tout cas, c'est ce qu'elles font. Moi, personnellement, j'ai eu des relations avec 3 hommes, issus de pays, musulmans et ils m'ont tous les 3 fait le même récit. Du traumatisme, hein, qui se produit, dans ces pays-là, chez les hommes, lorsqu'ils doivent passer, de du monde confortable des femmes qui les emmènent au hammam, la douceur, et cetera et quand, le moment où ils sont déracinés de cet environnement féminin pour entrer dans le monde des hommes. Où subitement on leur demande de haïr et d'exercer une domination sur les personnes, hein, qui les ont nourris dans tous les sens du terme, hein, de 0 à 7 ans. C'est une sorte de programmation mentale par le trauma. C'est ça que font, les religions. C'est du MK ultra avant MK ultra, hein. Ça laisse des séquelles et des traces, hein. Donc même si vous n'êtes pas issu, d'un pays, de religion, musulmane, vous avez subi le même genre de programmation, mais en version beaucoup plus subtile, en version, complètement invisible, en mode, sous-marin, si vous êtes un homme. Et vous n'en avez même pas conscience. Alors que bon, quand on est, de culture musulmane, là c'est pareil, on peut pas trop se mentir, hein, on sait quand même, c'est explicite, hein, ce qui se passe. Et du coup, il y a des souvenirs, il y a des traumatismes, donc ils peuvent, faire un récit.
et éventuellement tenter de guérir. Alors que ce qui se passe dans les pays, occidentaux, comme la France et cetera, où on croit avoir, absolument tout réglé, c'est que les hommes n'ont même pas conscience, hein, qu'ils sont dans cette disposition d'esprit de domination vis-à-vis des femmes. Il y a pas de trauma, il y a pas de grosse poignée, hein, à agripper, pour s'en rendre compte, hein. C'est juste, que, les blagues sexistes à la fac, de sciences, tout ça, bah, c'est normal, hein, et on se pose même pas de questions. Encore moi, ce que j'ai dû subir à la fac de sciences, c'est rien, je pense pas. C'est pas je pense, je sais. C'est rien par rapport, aux trucs de bizutage que les femmes, subissent, par exemple en première année, de médecine, hein. Bah, je pense qu'une des pires blagues dont je me souvienne, sexistes, c'est, «Et tu sais, c'est, à quoi ressemble la femme idéale? Elle fait à peu près 1 mètre de hauteur, elle a la tête plate et les oreilles en feuilles de chou, hein». Alors là, on est censé demander: «Ah ouais, pourquoi?» Parce qu'elle fait 1 mètre, comme ça, elle peut te tailler une pipe facilement. Les oreilles en feuilles de chou, c'est pour pouvoir, l'agripper, puis la tête plate, c'est pour pouvoir poser la bière, hein. Alors quand on est en fac de sciences et qu'on est nana, on rigole un peu jaune à ça, hein, et puis, il y a jamais vraiment quand même de discussion de dire: «C'est vraiment à chier ta blague». Bah, puisque j'en suis, à, vous donner juste un tout petit aperçu de ce qu'est, réellement le fardeau du pénis. Alors on va présenter un 3e film, hein. Même si, cette famille-là, Coppola, on sait que ça appartient aux familles des Illuminati, et cetera. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours des messages intéressants. Donc le film, The Virgin Suicide, moi je le trouve très intéressant parce que le narrateur est un homme, un jeune garçon devenu homme, hein, qui a côtoyé des filles, hein, et dès le début du film, hein, il le dit très clairement qu'il a bien quand même la perception que, les filles, hein, de son âge, hein, savent des choses que lui ignore. But the only thing we are certain of after all these years is the insufficiency of explanation. Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl. Et je pense que c'est ça, la grosse vérité qui se cache, hein, derrière tous nos problèmes. Je pense que tous les hommes, hein, à peu près à la préadolescence ou à l'adolescence, savent ça. Et la forme, insidieuse, et extrêmement souterraine, hein, que prend, la domination masculine, dans les sociétés occidentales actuellement, leur fournit un excellent cadre pour surtout ne jamais y faire face. À la réflexion, c'est même pas le gars flamme jumelle, en fait, qui m'a vraiment, initiée à cette question du fardeau du pénis. C'était à la fac, un de mes très bons amis de fac, hein. Je me souviens très bien, de plusieurs discussions qu'on avait eues où, finalement c'était ça, dont il me parlait et qui le mettait très mal à l'aise, même s'il ne posait pas les mêmes mots. Je me souviens, notamment donc de cette phrase, cette formulation qu'il avait eue, de la pression sociale, en fait, parce que c'était ça dont qu'il me confiait, la pression sociale, hein, des autres, mecs, hein, qui le poussaient à sortir, finalement avec une nana parce qu'elle lui allait bien au bras. Donc il percevait, en fait, la perversion de cet état de fait, que ce n'est pas ça qui devrait, régir, les relations intimes, hein, et les relations amoureuses. Donc j'ai beau y avoir une vie compliquée, j'ai quand même eu la chance de croiser quand même, des gens vraiment intéressants, ou plutôt c'est peut-être parce que je les ai pas laissés me séduire que ça a été intéressant. Bon, je ne dis pas non plus que, il n'existe aucun, thérapeute ou chaman ou que sais-je encore, qui ne soit pas sérieux et qui ne puisse pas vous aider, hein. Simplement moi je n'en ai pas rencontré. Heu, j'ai de sérieux doutes, quant au fait que, un personnage masculin qui exerce certaines techniques, hein, voilà, hein, dès qu'on touche au corps, et cetera, puisse être vraiment complètement, nettoyé, hein, de son propre fardeau du pénis. Donc je ne dis pas que tous les thérapeutes, chamans, que sais-je, sont forcément, des violeurs, des abuseurs, mais, heu, la disponibilité, hein, de femmes dans le cadre en plus d'une relation comme ça déjà hiérarchique, hein, thérapeute, patient, impliquant le corps, hein, et cetera, il y a bien peu d'hommes à mon avis qui peuvent résister à la tentation. Il y en a, mais ça ne veut pas non plus forcément dire qu'ils auraient tout réglé
de leur propre fardeau. Quant à la programmation sociale, des attentes genrées, par exemple, et du schéma normopathe, hein, que je décris dans pas mal d'autres vidéos. En fait, c'est beaucoup plus difficile, finalement, lorsqu'on est une femme, de trouver, je pense, une personne de confiance, hein. Si vous êtes un homme, quelque part, c'est plus facile pour vous. Vous n'avez toutes ces questions-là, vous n'avez pas à vous les poser déjà. Alors, on a aussi le cas du néo-chamanisme, hein, avec tous ces gens-là en dreadlocks, avec, finalement un code vestimentaire, très bien défini. Donc bon, beh, l'habit n'a jamais fait le moine, hein. Donc il suffit pas de s'habiller d'une certaine manière et d'avoir des dreadlocks pour être forcément, nécessairement quelqu'un de cool ou quelqu'un de véritablement, impliqué dans une, spiritualité. En plus, bon, si ça peut être cool, quand on est assez jeune, quand on commence à avancer en âge, et avoir, le crâne dégarni, pour certains, ça commence à devenir franchement ridicule, quoi. Bon alors, dans cette, mouvance-là, généralement, heu, il y a l'utilisation de plantes psychotropes. Bon, personnellement, j'ai une extrême méfiance, hein, par rapport à toutes ces pratiques-là. Je ne les condamne pas dans l'absolu, hein, mais là encore, souveraineté individuelle, c'est à chacun chacune, de voir. Nous n'avons pas tous et toutes la même tolérance, hein, vis-à-vis de certaines plantes. Donc c'est à chacun chacune d'avoir une écoute, heu, de soi-même. Ça, je pense que ça peut être un chemin valable pour certaines personnes, hein, mais très franchement, je pense que, les personnes qui feront véritablement un bon usage, hein, de ce type de pratique sont extrêmement rares. Et qu'on a plutôt affaire en fait à un genre de divertissement spirituel. Alors si ces pratiques-là de, prise de plantes antéogènes, plantes enseignantes et cetera, est en plus associées à un discours, hein, d'éveil à la sexualité tantrique, là je suis encore plus méfiante. Ça fait également partie, d'une expérience, vécue sans avoir, cherché, heu, encore une fois à m'intéresser au tantrisme. Voilà, ça s'est présenté sur le chemin, mais alors ça a tourné très court, hein. C'est moi encore une fois qui ai pris la décision, bien évidemment. Bon, je consacrerai une vidéo à part entière, sur la thématique, hein, de sexualité et spiritualité, mais pour faire court ici, si ce sont des hommes qui prétendent, véhiculer, transmettre, enseigner ces pratiques auprès des femmes, donc en vertu de tout ce que je viens de dire, de tout ce que l'on peut observer, hein, quand on est totalement intègre sur le sujet, on voit bien ce que ça donne, hein. S'il existe des enseignants de ces techniques-là, de sexualité consciente, je pense que c'est nécessairement des femmes. Alors dans la vague, des néo-chamans masculins, bon alors il y a ceux, qui, prennent, la pornographie mainstream comme étant, une représentation exacte du féminin sacré. Bon, ça je le traiterai dans une autre vidéo extrêmement courte. Et puis il y a ceux qui sont pas là-dedans, mais et qui sont, beaucoup plus, subtils, on va dire, dans leur art, hein, de vous vendre leur package. Là, ça va vraiment, vraiment se manifester dans le langage, infraverbal, paraverbal, où la personne va dire quelque chose concernant le fait que ça y est, elle a trouvé la clé de, l'équilibre, et cetera, machin. Mais dans le langage corporel, heu, qu'il a vis-à-vis, par exemple, de personnes féminines présentes, personnellement, moi, je vois immédiatement que: «Non, non, mon garçon, tu es loin d'avoir tout réglé». Ça peut être, par exemple, la manière de regarder une personne, heu, la distance, heu, la manière dont, quelqu'un envahit l'espace physique, de l'autre, comme s'il était en terrain conquis, quoi. Donc, quand vous consultez, des contenus, un exercice auquel vous pouvez vous livrer, c'est de couper le son et de n'observer que le langage, paraverbal et infraverbal, de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, et de tenter de faire confiance à votre intuition et non pas à votre ressenti. Ressenti, instinct et intuition sont des choses différentes. Ils sont tous interconnectés, mais les connexions sont brouillées, hein, si vous voulez, en quelque sorte. Je verrai ça plus en détail dans la vidéo, qui s'intitulera, «Qui nous vend
de l'altruisme et de la bienveillance. On a tendance à croire que, on a des choses authentiques en nous. Oui, on en a, mais par exemple, notre manière de parler, notre manière de marcher, tout ça est le fruit d'une construction et d'imitations successives, de modèles, de figures, d'attachement ou d'idéaux que nous avons pris et qui nous ont été, donnés, hein, par la culture. Cela dit, donc pour comprendre déjà comment cette programmation-là agit, il existe des outils comme la programmation neurolinguistique, hein, dont usent et abusent, nos politiciens, journalistes, enfin tous les acteurs là de notre scène, de propagande. Heu, mais bon, ils peuvent bugger aussi, hein. Mais du coup, on peut aussi utiliser ces outils, pour déceler, pour observer des choses, hein. Donc notez bien qu'il s'agit de programmation neuro-linguistique. Donc en novembre 2017, plusieurs anciens cadres de Facebook ont exprimé leur regret d'avoir participé à l'élaboration de ce réseau social. Et l'un d'entre eux déclare clairement vous ne le savez pas, mais vous êtes en train d'être programmé. Lien en description. Donc voilà, il faut regarder la réalité en face. La réalité, c'est que la plupart des gens sont déjà ce que Harald Kostvela appelle des robots humains, biologiques. Et ça s'accélère, voilà quoi. Plus on va de toute manière accepter d'interagir dans la sphère sociale à travers ces technologies-là, plus on deviendra un robot biologique, donc compatible très prochainement avec toutes les technologies transhumanistes. Donc bon, moi j'ai pas trop d'efforts de déprogrammation à faire puisque a priori les programmations ont échoué de tout temps. Mais ça devient un peu utile là de faire quelque chose, hein. Si vous êtes une personne qui, en toute honnêteté, intégrité vis-à-vis de vous-même, voyez bien, hein, que vous avez encore plein de sous-programmes qui tournent, hein. Donc c'est pas facile de le faire, hein. Et pourtant c'est nécessaire, hein, de le faire parce que plus vous allez solliciter tout fonctionne à double sens, hein. Si vous pensez d'une certaine manière, ça va affecter votre corps. Mais si vous faites prendre l'habitude à votre corps d'une fonctionner d'une certaine manière, ça va aussi réinformer votre cerveau et votre structure cérébrale. Je ne sais pas si vous commencez à entrevoir le rapport qu'il y a entre tout cela et la sexualité ou la manipulation de la sexualité humaine et des émotions qui s'y rattachent. Mais pour moi personnellement, c'est parfaitement clair. C'est un piratage, hein, un dérèglement, je pense, de la sexualité saine et native qui, je pense, a certainement eu cours, hein, à un moment ou un autre sur cette planète, hein. Ce que je constate, hein, c'est que quand l'âge s'installe, franchement, tout ce qu'une personne n'a pas réglé à l'intérieur d'elle-même, ça finit par se voir, hein, sur son visage et dans son regard. Prenons un exemple, hein. Stephen Greer, hein, qui est un des grands prêtres, hein, du mouvement de vérité ufologique, hein. Mais regardez bien la tronche de ce mec. Écoutez vos entrailles. Les intestins, c'est le deuxième cerveau. Deuxième exemple, Pierre Berger. Ça y est, les gros trucs sortent. Un de ses anciens chauffeurs et amants balance. Il y avait vraiment besoin qu'il balance? Regardez la tête de Pierre Berger et son regard. Autre exemple, Mathieu Ricard, grand héritier de l'académicien Jean-François Revel, né Ricard. Bon alors, académie des lettres, hein, et franc-maçonnerie, bon ben c'est plus ou moins la même institution, hein. À chacun de voir. Mais bon bref, monsieur après une carrière dans la génétique cellulaire, décide de prendre la touche bouddhiste. C'est vrai que ça a dû être un choix vraiment extrêmement compliqué pour lui, d'aller vers ce genre de spiritualité. Il y a certainement de quoi écrire plusieurs livres. Bon, enfin bref, monsieur va se balader dans les salons élitistes comme le G20, où il a ses entrées, hein, pour vendre de l'altruisme et apporter sa pierre et sa lumière spirituelle à ces élites qui sont si déconnectées des réalités du peuple. Bah oui, ce sont des pauvres petites brebis égarées. Allons évangéliser les élites satanistes.
Bon, donc si vous croyez à tous ces scénarios, hein, qui sont des orchestrations, d'opposition contrôlée, de dualité, tout ce que vous voulez, c'est que vous êtes quand même extrêmement naïf, hein. Donc voilà, hein, le niveau de discernement qu'il faut avoir, hein, c'est qu'il faut pouvoir aussi discerner le faux altruisme et la fausse bienveillance, hein, qu'on nous vend à grands coups de pub, hein, et d'imagerie avec c'est un marketing, hein, une propagande. Nous avons besoin de personne pour nous enseigner l'altruisme et la bienveillance. C'est quelque chose dont nous disposons en nous à la naissance. Il suffit juste effectivement de déconstruire les programmations pour pouvoir réaccéder à cette conscience et à cette connaissance en nous. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il n'existe aucun thérapeute, homme, ou même femme, hein, qui puisse réellement, vous aider. Pour ma part, bon, ouais, au bout de plus de 12 ans à naviguer dans ces trucs-là, clairement, je suis passée à autre chose. Je ne suis plus en recherche parce que passé un certain stade, je crois qu'on n'a plus besoin de tout ça, hein, dans le sens où, être souveraine, c'est pouvoir vivre, hein, au milieu des murs corrompus, regarder, les manifestations, du mal, de toutes les déviances, placidement, hein, sans que ça ne nous émeuve, particulièrement, quoi. Il s'agit d'être, objectif le plus possible, neutre, se dégager de la dualité, mais sans pour autant être tiède. Il s'agit d'être, inflexible à la verticale et ultra fluide à l'horizontale. C'est pas facile, hein, c'est vrai que c'est un véritable, exercice d'équilibrisme et de funambulisme avec pour seul balancier, un axe vertical intérieur qui est votre, connexion à votre, étincelle divine. Pour bien sécuriser cette connexion, je pense qu'il est nécessaire, hein, d'être, bien incorporé et de bien maîtriser, en fait, sa corporéité. Parce que c'est certainement ça, le plus difficile, hein, à comprendre. C'est que et quand bien même ce corps est un modelage contrefait, comme nous l'enseignent les manuscrits de Nag Hammadi, c'est en faisant le plus possible corps dans cette matérialité, avec notre soi divin, donc en faisant descendre, en manifestant le plus possible dans ce corps notre divinité, que nous pouvons reprendre notre pouvoir créateur et reprendre cette planète, hein, qui est nôtre. Et c'est aussi en faisant ce travail d'incorporer au mieux possible notre divinité qui s'est échappée, en fait, hein. C'est une boule, en fait, qui est repliée au-dessus de notre tête, hein. Et c'est assez simple, par exemple, avec les outils de Cameron Day, de la faire redescendre dans son corps, hein, et de sentir, hein, cette énergie subtile, hein, qui est là et qui s'est recroquevillée à cause de toutes les programmations sociales, à cause de tous les traumas, que nous avons dû, chacune subir, hein, dans cette vie. Elle s'est recroquevillée, elle est à un souffle, hein, de nous. Et c'est en faisant ce travail, également, qu'on peut au mieux décider, le moment venu, de quitter cette corporéité, pour pouvoir décider pleinement de quitter cette corporéité en pleine conscience. Encore faut-il que la pleine conscience habite déjà la corporéité. Là où le New Age, hein, fait fausse route, hein, c'est que finalement, tout en prétendant, proposer beaucoup d'outils, hein, qui travaillent effectivement sur la dimension, psychocorporelle, en fin de compte, produit, l'effet inverse, hein, c'est-à-dire, beaucoup de gens qui restent, complètement perchés, dans, leur corps subtil, hein, à écouter, je ne sais trop qui leur parler et sans jamais se rendre compte que, cette connexion-là, sur laquelle ils sont, elle est parasitée, quoi. Ils sont branchés sur le mauvais canal, en train d'être programmés à accepter d'être des victimes heureuses de la nouvelle cage dorée, que, ces royautés, qui extradimensionnelles, vont établir, sur cette planète. Donc c'est bien gentil, hein, de parler du troisième œil, et de, vanter les mérites, de la vision éthérique, et cetera. Encore faut-il savoir réellement de quoi il retourne. Qu'est-ce que c'est vraiment que ce troisième œil? Et la connexion que ça a avec, la conscience planétaire, la blague goût,
le culte des anciens dieux égyptiens comme Horus. Vous croyez vraiment que le logiciel le plus utilisé actuellement dans la dématérialisation du dossier patient, dans les SIH, un système informatique hospitalier, s'appelle Osirix? Ah non, moi, désolée, j'ai fait des études de sciences, les hasards, au bout d'un moment, les coïncidences, les signes, tout ça, je n'y crois plus. Et je cherche, du coup, quelles sont les forces qui orientent les choses et les événements dans un sens. Donc la prochaine vidéo sera consacrée aux fausses prophétesses, où là, l'implication vraiment d'intelligence artificielle qui s'exprime à travers des robots biologiques est beaucoup plus évident que dans le cas des faux prophètes masculins. Et ensuite, il y aura toute une série thématique sur le New Age, les chercheurs de vérité et tout ce qui s'y rapporte, argent, projet Bluebeam, construction du mur entre les esclaves consentants et ceux qui sont rejetés au-delà du mur. Le mur existe déjà en France, il y aura aussi une vidéo consacrée à ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être du bon côté du mur pour bien le sentir. Sinon, on voit rien, on sent rien. Grâce à la propagande des masses médias. Bienvenue en 2018. Allez, à bientôt.